Et l'ONU n'a aucun pouvoir de toute façon là-dessus? Non, c'est pas contraignant, mais de toute façon, il n'y a pas de mesures contraignantes contre les États-Unis d'Amérique. Ils n'obéissent aux lois qu'ils estiment devoir obéir. C'est comme ça que ce soit l'OMC, que ce soit... C'est impérialiste. Oui, non mais l'ancien responsable de la commission des affaires étrangères du Sénat, Jesse Helms, d'où est tiré le nom de la loi Helms-Burton, qui se faisait lui-même disait les seules lois que les États-Unis doivent respecter, c'est les lois qui nous intéressent, qui nous servent nos intérêts. Est-ce que nous pouvons, il faut obtenir par la négociation ce que nous ne pouvons pas obtenir par la force, ou l'inverse. En gros, ça c'est la mentalité du mec qui était responsable juste derrière le président des États-Unis de la politique étrangère des États-Unis. Jesse Helms, dont personne ne connaissait le nom, mais qui se faisait élire avec les voix du Ku Klux Klan, qui était un homophobe, qui disait que l'ONU était un trou à rats, qui n'avait pas de passeport. Le mec qui est responsable des affaires étrangères, jamais sorti des États-Unis. Non, mais les gens, tête de con, quoi. Des mecs qui ont vraiment le pouvoir ou qui se font largement influencer par les copains. Les têtes de con, ils sont bien pour ça aussi. Je pense que c'était un tête de con à manipuler, ouais. Il n'avait pas l'intelligence, il n'était pas vraiment intelligent. Mais élu dans la Caroline du Nord ou du Sud, je sais pas où, enfin, et qui a fait partie de tout. On le connaissait déjà au Nicaragua, il faisait du chantage à la population. Enfin bref, on va parler de tout ça, c'est très bien. Let's go. C'est chaud? Ah, chaud, non, pas encore, mais ça va venir. Je m'appelle Victor Dedage, je suis un journaliste citoyen depuis les années 90. J'essaye de participer à une réinformation des événements du monde, spécialisé particulièrement en Amérique latine. J'ai suivi de près la révolution nicaraguayenne dans les années 80, jusqu'à la fin des années 90. Ensuite, je me suis intéressé à Cuba, particulièrement, que j'ai découvert à cette époque-là. Et je suis aussi un petit peu connu pour ma solidarité et mon combat pour Julian Assange. Et tu sors un bouquin sur Cuba, sur l'embargo, qui s'appelle Cuba sous embargo. Et c'est une première, en fait. J'ai réalisé quelque chose d'incroyable, d'inconcevable dans le monde de l'information d'aujourd'hui. J'ai essayé de vous expliquer en quoi consiste l'embargo, dont personne ne parle jamais dans les faits concrètement, l'embargo, entre guillemets embargo, des États-Unis contre Cuba. C'est une première, parce que comme on va le voir, si la plupart des gens réfléchissent bien, certains ont probablement entendu le terme d'embargo, mais je mettrai au défi quiconque de m'expliquer en quoi consiste, à part une poignée d'initiés, en quoi consiste un embargo. Alors Cuba est une île, ce qui est d'ailleurs le titre d'un autre livre que j'ai écrit sur Cuba, avec Daniel Blétrec. Cuba est une île, l'histoire d'une évidence. Cuba est une île, alors déjà souvent les gens disent c'est une petite île. Dans la tête, Cuba, mais en fait Cuba fait 1300 km de large, et selon les parties, entre 80 et 150 km d'épaisseur, de hauteur si tu veux, sur un axe est-ouest, posé au large de la Floride. Si vous voyez les États-Unis, la Floride descend, il y a Cuba là, qui forme un arc, une présence un peu incongrue, au large des États-Unis d'Amérique. Donc c'est une île qui a été découverte par Christophe Colomb, évidemment, découverte au sens occidental du terme, n'est-ce pas? C'est là où il débarque, en fait, quand il arrive sur le continent. Il décrit l'île comme étant l'endroit le plus beau que les yeux n'ont jamais pu... N'empêche que les Espagnols vont massacrer les habitants, les indigènes de l'île, en l'espace de 2 ans. Ils auront éradiqué totalement la population, qui était une population assez guerrière, hein, qui a résisté. L'histoire de la résistance des indigènes cubains ou de l'île de Cuba est entrée dans les histoires, le fameux Atway. Atway qui est connu pour avoir été torturé pendant 48 heures, qui est un chef indien par les conquistadors. Et avant sa mise à mort, il y avait un prêtre qui lui promettait le paradis. Et Atway lui demande de façon célèbre, est-ce qu'il y a des Espagnols au paradis? Et l'autre a dit, bien sûr. Il a dit, je préfère aller en enfer. Les comptes rendus du massacre, en fait, se trouvent dans les comptes rendus de Bartolomé de las Casas, les conquêtes de l'Amérique. C'est un prêtre jésuite ou dominicain, qui a soigneusement accompagné les conquistadors et qui, dans ses comptes rendus quotidiens, il racontait en détail comment ça se passait. Donc c'est à la fois horrifiant et fascinant d'assister en direct à la conquête espagnole. Donc Cuba
est, pour ainsi dire, le premier pays colonisé. Et pour faire court, sera le dernier décolonisé, puisque la décolonisation de Cuba n'interviendra que le 1er janvier 1959, lorsque les fameux Barbudos, avec d'autres, entrent à La Havane en chassant le dictateur Batista. Dictateur Batista qui, en tant que président du pays, ne pouvait même pas lui-même rentrer dans certaines boîtes de nuit, parce qu'il était métis. Juste pour dire un peu quel était l'état de la mentalité qui régnait à La Havane à cette époque-là. Le président officiel du pays, qui était un métis, ne pouvait pas rentrer dans certaines boîtes de nuit. Ouais. Ça, c'est le Cuba de l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 150 ans? Il s'est passé des tas de choses. Il s'est passé en fait une longue et interminable lutte qui a pratiquement eu lieu non-stop pendant 150 ans. On dit souvent d'ailleurs que la guerre de libération cubaine a duré 150 ans. Et a été ponctuée par 4 guerres, 2 contre les États-Unis, 2 contre l'Espagne, généralement, comme on s'y attend, terminant en bain de sang pour les rebelles, jusqu'à le 1er janvier 1959, où cette fois-ci, les libérateurs réussissent. De la découverte des Amériques jusqu'à 1959, 1er janvier, une longue et une très très longue guerre de libération. Avec la présence omniprésente des États-Unis d'Amérique, qui dès le départ, ça veut dire dès le départ de la Constitution des États-Unis, ont cette idée en tête que cette île qui est juste située un petit peu au large de la Floride et qui garde, entre guillemets, le golfe du Mexique, surtout à l'époque des transports maritimes, ça avait une importance stratégique, à leurs yeux, il était naturel que cette île fasse partie des États d'Amérique. Il était d'ailleurs considéré, Cuba était considéré comme un fruit mûr qui finirait par tomber dans l'escarcelle des États-Unis d'Amérique. Et pour des raisons qui m'échappent pour l'instant, mais qui doivent probablement exister quelque part, l'Espagne n'a jamais voulu céder aux États-Unis l'île de Cuba. Alors les Américains se sont toujours débrouillés pour avoir une influence indirecte. Il faut savoir que vers la fin, on va faire marche avant. Juste avant la révolution, ce qu'on appelle la révolution cubaine, le prix du sucre cubain, par exemple, et le quota du sucre cubain vendu aux États-Unis était décidé par le Congrès des États-Unis. Ce n'était pas décidé par les Cubains. Les Cubains ne décidaient pas à quel prix ils vendaient leur sucre. Ça va pas la tête ou quoi? Dans la Constitution cubaine, il y avait une clause qui autorisait les États-Unis d'intervenir militairement pour faire régner l'ordre si besoin était. Dans la Constitution, Cuba a accordé aux États-Unis la gestion d'une base militaire qui se trouve près de la ville de Guantánamo, la base militaire qui est une concession faite par les gouvernements antérieurs, concession avec un petit peu le bras tordu quand même, mais une concession faite néanmoins aux États-Unis pour leur concéder une base militaire. En fait, c'était des trophées, c'était des remerciements aux États-Unis, c'était présenté comme tel, pour avoir aidé Cuba à se libérer des Espagnols. Il y avait des concessions accordées pour extraire les minerais, et il y avait donc cette clause de pouvoir intervenir comme bon lui semblait. C'était l'amendement Platt, 1900 et quelques, qui était en fait la mise en coupe un peu du pays, de façon indirecte et de façon qui n'osait pas encore dire son nom. La répression sur l'île a été terrible tout au long de son histoire d'ailleurs. C'est-à-dire Cuba a vécu dans sa chair la violence de la colonisation, mais de façon continue, si je puis dire, non-stop pendant 150 ans. Il fut un temps, par exemple, où l'occupation espagnole était telle qu'il y avait un soldat pour 6 habitants. Ce qui est phénoménal. Pour mater l'île, il a fallu envoyer un soldat pour 6 habitants. On dit, certains historiens disent que les camps de concentration ont été inventés par les Espagnols à Cuba. Et la révolution cubaine, cette génération de révolutionnaires vit dans cette perspective historique, c'est-à-dire se considère comme les héritiers de cette lutte-là. Ce n'est pas des gens comme ça qui sont arrivés et qui ont dit « tiens, on va tout chambouler », ce qui est une erreur de vision. Ce sont des gens qui ont dit « nous sommes en train de reprendre le flambeau de tous ceux qui nous ont précédés ». Des conservateurs patriotiques, des bourgeois nationalistes, révolutionnaires ou pas,
C'est-à-dire que le combat est vraiment considéré que dans une perspective historique de libération nationale. Ça, c'est l'élément fondamental de la Constitution ou de la réalité cubaine aujourd'hui. C'est l'autodétermination, la libération de tout impérialisme, quel qu'il soit, espagnol ou états-unien, et la volonté à l'autodétermination ferme, nette et définitive. C'est le nationalisme cubain qui est le ciment de la révolution, en fait. Et c'est un nationalisme qui est aussi un peu étrange comme nationalisme, parce qu'il ne colle pas aux définitions que nous avons l'habitude de jongler avec en Occident, parce que c'est un nationalisme qui est très internationaliste, paradoxalement. C'est-à-dire que le nationalisme cubain, la fierté cubaine, le patriotisme cubain, leur sert comme gardiens de leur patrie, de leur pays, qu'ils utilisent pour exporter au maximum de leur capacité la solidarité à l'international. C'est une expression assez courante aux États-Unis. Il y a tellement d'étrangers qui sont venus nous aider que nous avons un devoir envers l'humanité tout entière. Donc voilà, c'est une mixture un peu rare sur la scène internationale. Probablement pour ça que cette situation est souvent très mal interprétée. On essaye de faire des parallèles avec les pays de l'Est où, bon, pour faire court, le communisme a été importé par des chars. Là, on parle d'une révolution authentiquement populaire qui est assez rare si on considère qu'une population qui décide de renverser une dictature, ça, on connaît ce scénario. C'est la suite qui est intéressante. Si 80% de la population était d'accord pour se débarrasser de Batista, il n'était pas évident du tout que 80% de cette même population soit d'accord pour entamer une révolution socialiste. La mission qui consiste à abattre le dictateur, c'est une chose. Qu'on soit tous d'accord ensuite sur le chemin à parcourir, et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et ce chiffre de 80%, c'est pas moi qui l'invente, c'est le chiffre même de la CIA qui admettait implicitement que 80% de la population cubaine voulait une révolution socialiste. Donc c'est une conjonction, une convergence de facteurs assez unique dans l'histoire, à mon avis, de l'humanité. Qu'une population comme ça se décide de mener une lutte sans cesse, avec une agressivité, une détermination qui ne flanchit pas, se débarrasse de son occupant, de ses occupants, et dans le processus, au lieu de commencer à se chamailler sur le système à mettre en place, comme un seul homme, si je puis dire, en tout cas avec une majorité écrasante et jamais vue à ma connaissance, pour aucune révolution, décide de se lancer dans la voie socialiste. Pousse même. C'est pas qu'elle accepte, elle pousse. Elle exige. Elle veut la révolution. Et la révolution commence réellement, en fait, non pas à la date de la libération, en 1959, à mon avis. Elle commence lorsque il était clair, eu égard aux conditions avec des relations, il était clair, 1962, lorsque Fidel Castro annonce, oui, le caractère socialiste de la révolution cubaine. Ce qui n'était pas évident à l'époque. C'était pas inscrit comme ça dans le marbre. C'était pas quelque chose qui était annoncé à l'avance. Il y avait des forces complètement disparates qui luttaient contre la dictature et qui décident de s'unir. Cette idée d'unité est quelque chose d'essentiel aussi à Cuba, quelque chose d'omniprésent, quelque chose de littéralement obsessionnel chez les Cubains. Pourquoi? À cause de leur vision historique, ils savent que toute division sert l'adversaire. On signe son propre condamnation à mort lorsqu'on est à 150 km des États-Unis. Et quand je dis son propre condamnation à mort, je ne plaisante pas. Une des dirigeantes des mouvements anticastristes aux États-Unis avait déclaré dans les années 80-90 « Lorsque ce régime tombera, il faudrait passer un rouleau compresseur d'est en ouest, parce qu'à un moment donné ou un autre, tous ces gens-là ont été des soutiens de la révolution. » Cette déclaration avait été suivie d'un appel de droit de tuer pendant 3 jours. Ils savent que si le régime tombe, communiste ou pas, la répression et la revanche, la vengeance sera terrible. Ce qui fait que l'idée, c'est comment est-ce qu'on résiste. Ça, c'est un élément intéressant, parce que si Cuba est quelque chose pour moi, c'est surtout un exemple
une source d'inspiration, une source d'enseignement sur comment on fait de la politique, comment on résiste à la plus formidable campagne de déstabilisation et la plus constante et la plus longue, on va y venir, et comment tout simplement on arrive à vivre sans tomber dans trop de paranoïa, il en faut un peu, sans tomber dans trop de répression, inévitable dans les circonstances, sans, voilà quoi, sans tomber dans tous les pièges que l'ennemi te tend, en cherchant à te radicaliser en fait. Il cherche à te radicaliser dans ces conditions-là, pour pouvoir ensuite te montrer comme ça, regardez comme ils sont méchants, nous avons des raisons de lutter contre eux. Et donc à un moment donné, dans cette histoire de la longue guerre de libération de Cuba, il y a un élément important qui surgit, un personnage incontournable, celui dont tous les Cubains se revendiquent, y compris ceux de l'extrême droite à Miami, José Martí. C'est un personnage omniprésent à Cuba, on l'appelle l'apôtre de Cuba. C'est culturellement pour nous, je dirais que c'est l'équivalent de Victor Hugo et d'Émile Zola combinés. C'était un diplomate, un poète, un écrivain, un peu tout, un agitateur et un indépendantiste farouche, un patriote farouche. Il est mort, les armes à la main d'ailleurs. Et José Martí, qui connaissait les États-Unis, parce qu'il avait été diplomate là-bas, avait légué aux populations suivantes, aux générations suivantes, l'idée forte suivante. Ce n'est qu'avec une unité sans faille, dans un parti unique, que nous réussirons à être libres. Cette phrase venant de son constat, de comment les États-Unis ou l'Espagne arrivaient toujours à jouer et à corrompre les politiciens et jouer avec les partis politiques les uns avec les autres pour maintenir juste suffisamment de bordel pour pas que l'île puisse leur échapper. Donc l'idée d'un parti unique, l'idée, il faut tous se grouper, tous ceux qui estiment avoir l'intérêt de Cuba et son indépendance à cœur, et ça fait un sacré paquet de monde, mine de rien, nous devons être membres d'un seul parti politique. Et l'idée se concrétise, en fait, en 1965, c'est-à-dire au 64, 5 ou 6 ans après la Révolution, l'instauration d'un parti unique, la création d'un parti unique qui est en fait la fusion de toutes les forces, quasiment toutes les forces, qui veulent œuvrer pour la libération et l'indépendance de Cuba. Donc ce n'est pas un parti qui est venu s'imposer, c'est un parti qui a été constitué par, on trouve, j'aurais pu te citer des noms, certains ne sont plus en vie, mais il y avait des tendances trotskistes, tendances communistes orthodoxes, et des gens qu'on appellerait chez nous littéralement des sociodémocrates, à l'intérieur du Parti communiste cubain. Comment ils font pour être tout ça? Je renvoie un truc, l'unité absolue. 150 ans de lutte, tu sais, ça déblaye le terrain, hein. Ça, les lâches, les tièdes, les indécis. Et quand le toit te tombe sur la tête et que l'ennemi se réveille, tu as vite fait faire le tour de qui est qui. Donc tu as en fait le Parti communiste, et on peut le qualifier d'autrement, je pense que tu pourrais dire que c'est le Parti nationaliste ou le Parti patriotique. Alors, il était communiste à l'époque, bah oui, c'était l'ère du temps, et l'idéologie et la confirmation des faits, en tout cas des dirigeants de l'époque, les ont confirmés dans la justesse de leur choix, le socialisme au sein d'un parti communiste unique. Et pour ça, Cuba en a payé le prix. C'est une révolution qui n'a jamais été pardonnée, d'abord pour s'être réalisée au nez et à la barbe des États-Unis, d'avoir échappé à la gravitation du système planétaire que les États-Unis espéraient, dû à sa proximité là, devant leur nez. C'est à nous ça, non? C'est à nous. Les Cubains leur disant non, désolé les gars, on ne parle pas votre langue, nous on est... Non mais quand même, vous devriez être à nous, mais comment veux-tu que je te le dise autrement? Les Cubains ont persisté et insistent pour dire que non. Une des petits noms de Cuba, c'est le premier territoire libéré de l'Amérique latine. Sous-entendu, le reste du continent doit suivre. Nous sommes dans les années 50, nous sommes dans les années 60. Les époques où les dictatures militaires et la répression, les plans Condor, les massacres des opposants partout dans l'île, les génocides en Nicaragua, au Salvador, au Guatemala. Nous étions en présence d'un continent qui était sévèrement
sous la coupe des États-Unis d'Amérique. Et ce petit bout de terre-là, dans l'esprit des Cubains, c'était le début de la libération de Nuestra América, notre Amérique, par opposition. Et donc c'était important, et l'exemple, cet exemple-là, ne pouvait pas ou ne devait pas se reproduire. Inconcevable. Du point de vue géostratégique, évidemment, ce n'est plus la navale, les forces navales, mais malgré tout, cet exemple ne devait pas se reproduire. Pourquoi? En fait, si tu prenais à l'époque une carte des lignes aériennes, comme tu trouves, tu sais, dans les magazines que tu trouves dans les poches, dans un avion, il y a voilà. Tu voyais que toutes les lignes aériennes en Amérique du Sud étaient verticales. C'est-à-dire que si tu étais à Santiago de Cuba et que tu voulais aller à Buenos Aires, en Argentine, il fallait que tu montes à Miami et que tu redescendes. L'intégration du continent était symboliquement représentée par ce simple détail de ces cartes. C'est-à-dire que tout l'Amérique latine ne regardait pas vers le côté, vers ses amis, vers ces gens qui partagent la même langue et la même culture, mais avait le regard fixé, un peu obligé, vers le nord. C'est pour dire. Et le pillage économique de l'Amérique latine, c'était quelque chose, je crois que c'est Fidel Castro qui a dit que chaque année était pillé l'équivalent des 400 ans de colonialisme espagnol. En ressources. Cuba, non. Non. Parce que Cuba, dans cette idée de Nuestra América, qui est le second pendant de l'héritage de José Martí, c'est pas juste parti unique. Parti unique, c'est la forme. L'objectif, c'est quoi? C'est notre Amérique. Notre. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Notre voulant dire pas le vôtre. Et ça s'adresse bien à quelqu'un en particulier. Donc l'idée d'une... ne serait-ce que... c'est pas une question de répandre le communisme, l'effet de domino à travers le continent. C'est simplement de dire ce continent mérite son propre devenir, son propre avenir, ne doit plus être l'arrière-cour, c'était son terme, des États-Unis, quoi. Et tout dans la géopolitique cubaine, à part la solidarité avec l'Afrique et les opérations, a été pensé et réfléchi en ces termes, l'unité des forces du continent latino-américain, de toutes les forces, pourvu que ce soit des forces anti-impérialistes. Il y a un pragmatisme derrière la stratégie cubaine qui est très ébouriffante, je trouve, très ébouriffante. C'est-à-dire que il y a une qualité d'écoute et de respect de l'autre, forcément, qui se dégage de la politique étrangère de Cuba, avec le temps, lorsqu'on l'observe de près. Et c'est quelque chose, à mon avis, dont on pourrait prendre des leçons, mais on y reviendra peut-être là-dessus. Au risque de décevoir les camarades de la solidarité cubaine, j'ai envie dans un premier temps, de minimiser le rôle de Castro. Pourquoi? Tu sais quoi? C'est pas le tout d'avoir un dirigeant intelligent, il faut avoir aussi un peuple suffisamment intelligent pour le reconnaître. Jésus-Christ pourrait passer sur les Champs-Élysées aujourd'hui, il se ferait arrêter. Fidel Castro pourrait venir frapper à la porte de certains de nos responsables politiques, il lui dirait « casse-toi ». Il y a une conjonction, comme les planètes, conjonction c'est le terme, entre un peuple en lutte et la présence d'un être, on va dire, suffisamment qualifié pour symboliser le mouvement. Mais je tiens à préciser que selon moi, des Fidel Castro, il y en avait potentiellement sur l'île autant que t'en voulais. C'est vrai. Des gars extraordinaires qui ont fait des trucs extraordinaires. Peut-être un peu moins extraordinaires que Fidel Castro. Mais il faut comprendre que cette île était en ébullition et a produit, mine de rien, pour la taille de l'île, un sacré paquet de types assez exceptionnels. On connaît le Che, on connaît Raoul, on connaît Fidel, on connaît Camilo Cienfuegos. Et il y a des tonnes dont on ne connaît pas le nom, qui ont été faire des trucs de dingue un peu partout dans le monde. Donc d'abord, s'il y a un hommage à rendre, s'il y a un élément à... c'est dire l'intelligence collective des Cubains. Pourquoi il fallait l'intelligence collective des Cubains? Parce que la révolution était déjà en cours.
n'avait jamais vraiment cessé. Mais dans les années 50, elle était déjà en train d'être menée dans la capitale, la Havane. On était déjà en train d'assister à des meurtres d'étudiants, à des révoltes d'étudiants, à des meurtres de dirigeants, des gens qui se faisaient jeter par des toits par la police, des prisonniers qui se faisaient arracher les yeux. C'était une des formes de torture dont la police de Batista usait assez fréquemment apparemment. La lutte armée était déjà en cours dans la capitale. Et il y avait parallèlement à ça cette histoire extraordinaire de cet avocat de famille aisée qui, avec un de ses frères, pas son frère, un de ses frères, tout jeune, s'implique dans la lutte révolutionnaire. D'accord ? Donc Fidel Castro se fait connaître avec son frère pour monter une attaque contre une caserne de l'armée, qui rate lamentablement. Les assaillants sont soit tués, soit emprisonnés et ensuite torturés à mort. Raúl Castro échappe parce que les soldats le prennent pour un gamin parce qu'il a l'air beaucoup plus jeune qu'il ne l'est et ne pense pas que c'est un des assaillants. Fidel est arrêté et doit sa survie au fait qu'il est membre d'une famille de terriens. Et c'est là qu'il va, avocat qu'il est, décider dans son procès, lors de son procès, de se défendre lui-même. Mais pour ça, il doit porter la robe de l'avocat que lui prête quelqu'un, et il se lance dans ce fameux plaidoirie qui deviendra célèbre, où en gros il regarde ses juges dans les yeux, et pour faire court, il leur dit « Allez vous faire voir, l'histoire me donnera raison ». Il ne savait pas à ce moment-là qu'il ne sera pas fusillé. Et dans ce discours, en fait, il déroule littéralement une critique du système cubain, du capitalisme, avec des lignes idéologiques, philosophiques pour les corriger, les problèmes, les erreurs. Et ça va rester dans l'esprit des gens. Plutôt que de se faire fusiller, il se fait exiler en Mexique, où son frère le rejoint. C'est là où ils font connaissance avec un autre médecin, avec un médecin argentin, qui parcourt l'Amérique latine à moto, qui traverse l'Amérique centrale, qui voit des horreurs, qui change complètement de vision, devient anti-impérialiste sur la route, si je puis dire. Il se rencontre au Mexique, et à la demande de Fidel, un certain Ernesto Guevara se dit « Ouais, tiens, allez, on va faire la révolution à Cuba. » C'est là où ça se passe. Grâce à une riche amie, ils réussissent à trouver 80 hommes, montent dans un bateau qui s'appelle le Granma, naviguent jusqu'à Cuba, débarquent à un endroit vers le sud. Malheureusement, ils sont attendus. Ils ne seront qu'une poignée, en fait, à survivre, dont les 3 que je viens de citer. Et ils partent quand même dans la Sierra Maestra, dans la montagne, pour mener une lutte armée qui commençait extrêmement mal, en fait. Pendant ce temps, à La Havane et dans les villes, la révolution se poursuivait. En tout cas, la révolte. La présence d'une guérilla se fait entendre, se fait savoir. Et c'est là que, et là les témoignages dans notre autre documentaire Revolutionario l'expliquent très bien, les révolutionnaires qui sont déjà en train de se battre dans les villes entendent parler de Fidel Castro. Ce nom me dit quelque chose. Là, je suis en train de répéter ce que dit un des témoins, mais pour dire qu'il y en a d'autres qui ont probablement tout de suite... Mais bon. Et c'est là qu'ils disent, ah, c'est ce gars-là avec l'histoire Mapsura, ça c'est le programme d'unité parfaite pour nous. C'est-à-dire le programme qui réalisera l'unité, cette fameuse unité dont nous avons besoin. Le texte consensuel. Et il se range derrière le drapeau, si je puis dire, de Fidel, et des guerrilleros et des barboudos dans la montagne. Donc il y avait une intelligence collective. Cette intelligence collective, j'y tiens parce que je pense que le peuple cubain, tout au long de ces 60 dernières années, même s'il y a eu des bêtises individuelles, a fait l'objet d'une intelligence collective sans faille. C'est important, l'intelligence collective. C'est-à-dire que quand le poids des différentes opinions, etc., ce respect, cette unité sans faille, en tout cas dans les organisations politiques, c'est pas évident que tu ne prennes pas des décisions qui soient des bêtises.
Et pour l'instant, en tout cas pour l'instant, et c'est quand même un miracle, un exploit, c'est une intelligence collective sans faille. Y compris dans la reconnaissance de Fidel comme dirigeant, ce qui s'est avéré une très bonne idée, eu égard à la suite des événements. Donc il faut remercier. J'ai tendance à dire, moi je remercie pas Fidel de nous avoir donné la révolution, je remercie le peuple cubain de nous avoir donné Fidel en fait. Ben ouais. Alors, selon à qui on a affaire, puisqu'il y a beaucoup de tendances, assez difficile à détecter parce que leur idée de union, ça veut aussi dire je n'ai pas l'intention de me détacher ou en tant qu'interlocuteur de te faire comprendre de quelle tendance j'appartiens, à quelle tendance on pourrait me classer, même si les tendances ont tendance à s'effacer avec le temps. Je parle d'un parti communiste qui a été créé, mais à un moment donné, je veux dire, ça finit par s'harmoniser ou se brouiller ou tourner différemment. Il n'y a pas de tendance constituée, donc tu ne fais pas vraiment partie de tendance. Donc d'une manière générale, c'est la révolution. Alors certains te diront socialiste, communiste, pas encore, loin de là. Moi, je pense que socialiste, c'est un petit peu exagéré dans la mesure où alors c'est là où il y a la grande malentendu d'autres, c'est comme si les Cubains, et quand je parle de Cubains, là je parle des responsables, d'une manière générale, comme si les Cubains avaient le choix et une liberté de manœuvre qui leur permettait finalement de choisir une forme ou une autre de socialisme. C'est un peu souvent la critique d'ailleurs qu'on voit ici, qu'on entend ici, des critiques complètement illégitimes hein, de la part de gens qui n'ont jamais fait une révolution de leur vie, qui n'ont même pas une idée de ce que c'est, et encore moins de lutter contre l'Empire. D'ailleurs, c'est un truc d'ailleurs qu'il faudra apprendre, je pense, les copains, je vous le dis, j'ouvre une parenthèse, si demain vous croyez prendre le pouvoir en France et imposer un vrai changement, si vous croyez que l'ennemi va rester les deux pieds dans le même sabot et regarder ça en disant « Ah, dommage, on a perdu la France », que ce soit les États-Unis ou les forces réactionnaires intérieures, si vous croyez qu'ils ne vont pas se déchaîner contre vous et si vous n'avez pas un plan B, parce que votre programme avec lequel vous avez été élu, c'est super sympa, le plan B étant, c'est quoi le plan pour protéger ce plan? Et si vous n'y avez pas réfléchi et si vous n'êtes pas préparé, vous ne méritez pas d'accéder au pouvoir. Parce que c'est là où ça va commencer à barder. D'ailleurs, la révolution cubaine, eux-mêmes, ils disent, on a fait, Fidel l'a dit, hein, juste après la victoire, nous avons fait le plus facile. Ça ne fait que commencer. Beaucoup d'ailleurs, des acteurs de l'époque que j'ai interrogés, que nous avons interrogés, disent, on ne comprenait pas ce qu'ils voulaient dire, on était tellement contents. Eux-mêmes te diront, mais nous, on ne savait pas qu'on ne savait pas comment faire le socialisme. On croyait savoir. On ne savait pas qu'on ne savait pas. Et on avait chacun notre idée. Et en fait, on s'est rendu compte, ça... Enfin, c'est pas... ça se fait pas comme ça. Donc, est-ce qu'ils voulaient faire une révolution socialiste? Pour sûr. Est-ce qu'ils ont réussi? Écoute, la marge de manœuvre, maintenant, c'est là où on parle de l'embargo économique. Personnellement, au risque de me faire engueuler, je pense qu'ils ont fait une révolution dans un esprit socialiste, bien sûr. Est-ce que c'est le socialisme? Bah, écoute, si le socialisme, c'est les pénuries, si le socialisme, c'est les difficultés, si le socialisme, c'est être en garde 24 heures sur 24 parce que l'ennemi risque de débarquer, si c'est ça le socialisme ou pas, enfin, tu vois, ça n'a presque même pas plus d'intérêt à poser cette question-là. C'est vraiment juste des jeux intellectuels qui n'ont absolument aucun rapport avec la réalité concrète sur le terrain. Je sais, moi, quelles sont les priorités que les Cubains ont choisies avec le peu qu'ils avaient. D'accord? Donc, je sais que leur pain, même sec, quand il était sec, ils le partageaient. Et ça vaut toutes les humanités, les gestes humanitaires d'un Bill Gates, par exemple. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse que la priorité soit la santé et l'éducation, y compris dans les moments de crise les plus profondes. Ça m'intéresse de savoir que lorsque la grande crise est tombée en 1992, c'est l'armée qui a été le premier organisme prié de se débrouiller. Moi, je connais des histoires de dictature, ou même pas de dictature. C'est rare que ce soit l'armée qui... Tu comprends ce que je veux dire? Les choix qui ont été effectués dans les conditions données, qui démontrent
une éthique particulière, voilà, ça m'intéresse. Maintenant, qu'elle soit socialiste ou pas, au fond de moi, j'ai dit oui, elle est socialiste, bien sûr. Mais, ouais, bon, d'accord, ouais, bon, il y en a, le gauchiste de service va me dire, oui, mais non, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. S'il n'y avait pas eu l'embargo, on serait en train de parler d'une situation complètement différente. Là, on pourrait discuter. Là, on pourrait. Le reste, c'est juste la coupure du cheveu en quatre pour ne pas dire autre chose. Donc oui, elle est socialiste. Si tu veux dire par là l'appropriation de tous les moyens de production, etc. Ça, les Cubains, ils ont clairement mis en coupe réglée pendant la Révolution, juste après. Mais en même temps, aujourd'hui, on dit ah, les Cubains, ils ont libéralisé, maintenant il y a des économies, ils sont devenus capitalistes. Écoute, j'ai tendance à dire, je ne crois pas que les mecs soient allés combattre dans la montagne et risquer leur vie en pensant au nombre de fonctionnaires qu'ils allaient embaucher. Je ne pense pas qu'il y a des gens qui disent je vais consacrer ma vie à faire en sorte que tout le monde soit salarié de l'État. C'est pas ça une révolution. D'accord? C'est tellement minable d'ailleurs comme concept, comme idée que les Cubains aient pu. Alors effectivement, à un moment donné, tout était étatisé, normal. Parce qu'à la Révolution, tout le monde s'est barré. Les capitalistes notamment. Il fallait bien que quelqu'un prenne en charge ces pauvres gens qui n'avaient plus rien. L'État a pris en charge tout le monde. Au fur et à mesure que les choses se passaient, à un moment donné, ils se sont dit, bon, à ce stade-là, est-ce que l'État a besoin de tout prendre en charge? Parce qu'on a tellement de problèmes à régler en même temps, c'est peut-être pas nous qui devons nous occuper des coiffeurs. Ouais, c'est vrai, un coiffeur, est-ce qu'il a besoin d'être un fonctionnaire de l'État? Laisse-moi réfléchir. Non, disent les Cubains. Ok, donc c'est libéralisé. Et ceux que ici on traduit par ouais, ils deviennent capitalistes. Quand je discute avec la gauche latino-américaine, elle regarde la gauche européenne en nous demandant mais c'est quoi ça? Ils le disent rarement en face parce qu'ils sont polis. Mais la gauche européenne arrive comme ça là-bas, notamment à Cuba, en donneur de leçons, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Dès qu'elle a le dos tourné et qu'elle rentre chez elle, la gauche européenne, je peux te dire que la gauche latino-américaine fait... Voilà. Donc oui, je pense qu'il y a plus grand-chose à voir. Voilà. D'ailleurs, c'est pas étonnant, c'est pas un accident non plus, que justement c'est cette gauche-là qui est plutôt victorieuse que pas, en tout cas qui résiste beaucoup mieux que l'européenne. Oui, c'est exactement ça en fait. Bon, déjà, je pourrais dire que la propagande a mieux fonctionné en Europe que là-bas, parce que là-bas, il y a des réalités que, je veux dire, tu peux pas les cacher, quoi. En Occident, un peu de poudre aux yeux, un peu de télévision, un peu de TF1, un peu de BFM TV, un peu de France Inter le matin, tout va bien. D'ailleurs, t'as à peu près un peu de Le Monde qui applaudit les révolutions, mais qui s'attriste toujours des suites, parce qu'apparemment, toutes les révolutions échouent, selon la presse française, même que lorsqu'elles sont sympathiques. Il y a peut-être la présence des populations indigènes qui peut jouer, parce que les indigènes, eux, naturellement, je crois, maintenant je rentre dans peut-être de la sociologie de bazar ou de la psychologie de comptoir, mais ont une conception du temps beaucoup plus long, sont des gens qui... C'est un facteur qui est contributif, je crois, à la vision. Regarde les zapatistes qui sont toujours là, en truc... toujours dans leur Chiapas, toujours dans leur... Ça fait combien? Ça fait 20, 30, 40 ans. Et dans 60 ans, ils seront encore là, hein, probablement. Ils ont le temps pour eux, hein, ils s'excitent pas, les gars. Etc. Cuba étant peut-être une particularité, puisqu'il n'y avait pas de population indienne. Donc, c'était peut-être une révolution atypique dans ce sens-là. Je sais pas, je pourrais pas te le dire. Il faudrait remonter dans des... Mais c'est sûr que sur le terrain, sur le concret, on le constate de façon très aiguë, très claire, très nette et très précise. L'hymne du Front sandiniste, qui est au pouvoir au Nicaragua, l'hymne, sa chanson, il y a une des phrases qui est dit « Luchamos contra el Yankee, enemigo de la humanidad ». Luttons contre le Yankee, ennemi de l'humanité. C'est clair, net et précis. Je veux dire, c'est une clarté, une volonté de cibler le vrai. C'est d'ailleurs à Cuba que quelqu'un m'a dit, tu sais ce que dit un intellectuel français? Mais non, c'est quoi encore cette blague? Un intellectuel français, il dit, d'accord, en pratique ça marche, mais en théorie ça donne quoi? Même en France, il y a une sorte de détachement, je crois, hein, c'est assez clair entre ce que j'appelle la gauche latino-américaine en France, mais quand je dis latino-américaine, je ne veux pas dire qu'elle est d'origine latino-américaine, mais tous ces militants qui ont
qui se sont forgés au contact de l'Amérique latine. Ouais, on n'est pas tous autant qu'on est, on se connaît pas mal d'entre nous. Je pense qu'on ne peut pas nous confondre avec l'autre, pour des tas de raisons. Ouais. C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on nous aime pas trop, d'ailleurs. C'est parce qu'on a raison trop souvent. Voilà, autre question.